Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro des experts au féminin. Nous sommes à quelques jours des fêtes de fin d'année. Alors, comme d'habitude, pour ces émissions de décembre, nous avons quelques trucs et astuces pour fêter et consommer autrement. Pensée particulière pour toutes celles et ceux qui nous ont suivis et nous ont fait confiance depuis le début de cette aventure. On espère fortement que nous pourrons vous retrouver en janvier. En attendant, les experts au féminin, saison 2, émission numéro 9, c'est parti. Bonsoir mesdames, Bonsoir, alors Axel. Dernière de l'année, un peu spéciale, on accueille comme la semaine dernière Maëlle qui est de retour et je rappelle pour vous chères téléspectatrices et téléspectateurs que nous avons avec nous Christina Filitas qui est infirmière et fondatrice du groupe Happy Mummies et Christina discute avec nous de questions de famille et de parentalité. Bonsoir Christina. Bonsoir Axel. À côté de Christina, Cindy Bajazé, à la tête du cabinet Cindy Bajazé Consulting, qui déploie une série d'expertises dans le monde paralégal, on va dire. Exactement, Axel. et Cindy, depuis le début de cette aventure, eh bien, nous fait découvrir, comme elle dit, des pépites qui sont passionnées et passionnantes également, et nous fait rencontrer également des experts du monde judiciaire et de l'entrepreneuriat. Bonsoir Cindy. Bonsoir Axel, exactement. Je parle entrepreneuriat et cette année, actualité judiciaire. Très bien. Face à vous, Joëlle Badralou, blogueuse sur ediwi.com, qui nous fait voyager et qui nous emmène dans la Caraïbe, ailleurs également, et qui nous fait aussi découvrir un certain nombre de choses très intéressantes au niveau gastronomique. Et cette année, nouveauté, vous nous parlez culture également. Bonsoir Joëlle. Bonsoir Axel, c'est exactement cela. Très bien. Maëlle, vous êtes de retour avec nous après un congé parental bien mérité. On rappelle que vous êtes la directrice générale d'IRESA. Alors Maëlle, j'ai envie de vous demander comment ça va? Est-ce que vous êtes contente d'être de retour avec nous? Très heureuse. C'est vrai que ça n'a pas été si facile que ça pour moi qui suis active dans l'entrepreneuriat depuis des années de faire ce fameux break nécessaire. Mais aujourd'hui, je suis de retour et prête vraiment à tout découdre pour l'année 2020. Alors, pour cette dernière un peu spéciale, on va vous interviewer. Vous allez vous prêter au jeu de nos invités parce que c'est toujours très intéressant d'avoir le retour d'une maman entrepreneur. On est entre bilan, mais également projet, nouvelles perspectives. Qu'avez-vous retenu, tant à niveau personnel que professionnel, de ce break dont vous nous avez parlé? Alors, au niveau entrepreneuriat, c'est vrai qu'à IRESA, j'ai une équipe avec 2 salariés, 3 associés et d'autres collaborateurs qui sont plus ou moins des prestataires de services. Et j'ai dû apprendre à déléguer de manière efficace surtout pour qu'en mon absence, IRESA puisse perdurer aussi bien au niveau du coworking qu'au niveau de l'espace de formation. Et donc pour cela, il a fallu qu'en amont, je forme mes salariés sur ma zone de génie qui est la formation pour qu'ils puissent avoir toutes les armes pour structurer l'activité même en mon absence. Très bien. Quelle est la journée type de Maëlle depuis sa reprise? Comment ça se passe? Oh là là, alors des journées type, je ne suis pas certaine qu'on y est pour l'instant, mais dans tous les cas, alors avec mon conjoint, on a mis une organisation de manière à ce qu'il puisse emmener la grande au collège. Moi, je prends le départ par la suite pour emmener la petite à la crèche, et puis ma journée ne commence qu'à ce moment, enfin du moins de manière formelle, officiellement. Voilà, officiellement qu'à ce moment, parce que je ne vais pas vous mentir,
mais je briefe mon équipe étant dans mon lit. Et je pense que beaucoup de chefs d'entreprise, c'est également le cas, puisqu'on peut quand même mettre en place certaines choses à distance. Donc, c'est vrai que ma journée ne commence qu'une fois avoir déposé la petite. Ensuite, j'ai pris pour habitude de déjeuner sur place à Ireza. Comme ça me permet d'avoir une journée en continu et d'être efficiente sur cette journée. Ça m'a permis aussi d'être beaucoup plus concentrée finalement, puisque j'y suis moins longtemps. Et donc, qui dit moins longtemps doit répondre à des objectifs précis. Recherche d'efficacité. Et puis, je ne me disperse pas sur les tâches à faire. Quand j'y suis, c'est pour faire des tâches très précises que je ne peux pas faire au-delà du bureau. On parle souvent de charge mentale pour les femmes. Comment, Maëlle, réussissez-vous, parce que vous essayez de faire ça à la télé, à vous libérer? Quels conseils donneriez-vous aux femmes pour se délester un petit peu? Alors, aussi bien j'aime beaucoup cette question parce que c'est une vraie réalité, Joël. C'est une vraie réalité. Aussi bien sur la vie professionnelle, je parlais du fait de déléguer, mais sur la vie personnelle, c'est également le cas. Faire confiance à son conjoint lorsqu'on a la chance d'évoluer dans un cadre familial optimal, c'est vraiment important parce que, mais moi, je ne vais pas mentir, j'ai eu parfois du mal à me dire que papa pouvait être aussi efficace que moi, et c'est le cas, il est aussi efficace et compétent que moi, puisqu'il est doté d'autant d'amour que moi pour nos enfants. Donc ne pas hésiter à déléguer les tâches quand ça peut être fait, et convier l'entourage aussi, puisque j'aime à dire que la cellule familiale ne se compose pas que de la maman et du papa, mais également des autres pères, donc des grands-parents, des cousins, des cousines, qui sont là aussi pour élever l'enfant à nos côtés. Et donc, écoutez, je fais de mon mieux pour tenir cette belle parole. Ça semble vous réussir, hein, je dis ça, je dis rien. Oui, exactement. Merci beaucoup, Joël. Mais c'est vrai que de toutes les façons, quelque part, dans mon emploi du temps, je n'avais pas d'autre choix que de faire confiance à d'autres personnes qu'à moi-même. Et donc, j'essaie du mieux que je peux d'inscrire mes enfants dans une cellule familiale remplie d'amour et de faire confiance aux autres. Très bien. Alors, quels sont les projets à venir pour Ireza? On a vu effectivement que vos collaborateurs ont très bien tenu la maison. Pour 2023, on doit s'attendre à quoi? Alors 2023, on espère agrandir l'équipe pour pouvoir avoir plus de pôles de développement qui prospèrent, qui se développent. Donc voilà, ça agrandir l'équipe. Ensuite, continuer sur les offres de formation. Donc vous avez pu le voir, en fin d'année, on a lancé la formation en création d'entreprise en 5 jours. Donc en une semaine, on vous structure votre projet entrepreneurial. Ensuite, on continue toujours sur les formations de responsables de petites et moyennes structures, mais au-delà de quoi, on a maintenant des formations courtes, donc sur des thématiques bien précises, sur la communication digitale, sur comment organiser son temps de travail, sur la partie liée au RH, donc plusieurs petites formations courtes qui vont enrichir le catalogue de formation, sans compter bien entendu tous les events sur lesquels on a connu Ireza et sur lesquels Ireza va encore persévérer et faire perdurer un peu l'émulsion qui est déjà en cours. Donc le Made in Guada, le brunch réseautage qui est vraiment the événement à ne pas rater, et les Focus Experts. Très bien. Alors, vous avez vu que nous avons une nouvelle dans l'équipe, Christina Filetas, en tant que jeune maman. Comment vous avez apprécié? On va se faire un petit peu de self... Alors, je beaucoup apprécier en antenne et hors antenne les conseils de Christina, parce que c'est vrai que je suis maman, donc comme vous l'avez dit, d'une première fille qui a 11 ans aujourd'hui, donc qui est collégienne. Vous savez, le temps des couches, ça semblait être loin dans ma tête. Donc,
Donc c'est vrai que quand il a fallu mettre la petite dernière à la crèche, il y a eu un petit peu de panique à bord concernant la transition avec le biberon. Donc merci Christina pour tes conseils avertis concernant le choix des tétines, concernant le fait d'y aller en douceur et avec beaucoup de patience et d'amour. Et c'est vrai que c'est un vent de fraîcheur qui était nécessaire au sein des experts au féminin, parce qu'une femme, ce n'est pas uniquement l'aspect lié à la maman, il y a aussi l'aspect lié à la femme et l'aspect lié au chef d'entreprise. Sur le plateau, on parlait essentiellement des femmes chefs d'entreprise, et aujourd'hui nous permettre d'avoir une chronique sur la parentalité, ça permet de balayer finalement toutes les compétences qu'ont nos Wonder Woman qui sont sur ce plateau, et ça j'apprécie particulièrement. Donc c'est très très bien, un choix judicieux d'avoir Christina à nos côtés. Très bien. Merci. Alors justement, là on est dans une espèce de débriefing, vraiment ravie de vous avoir de retour sur le plateau. Maëlle, ce que j'ai envie de vous poser comme question, mesdames, qu'est-ce que vous avez retenu de cette année 2022, Joëlle Badralou? Sans plomber l'ambiance, avec toutes les pertes de cette année, dont la perte majeure du président de la chaîne, Mario Mouradel, j'ai retenu qu'il ne fallait pas remettre au lendemain ce qu'on souhaitait faire. Amen. Qu'il fallait vraiment vivre intensément sans remettre à demain. Tout à fait. C'est la leçon de 2022. J'ai entendu un gros amen du côté de Sylvie Bajazet. Sans non plus plomber l'ambiance, je pense que en fait, ce sont les expériences qui font toute la différence dans l'articulation même de la pensée. Il y a 2 ans, j'ai vécu un drame dans ma vie qui fait qu'aujourd'hui, je pense totalement comme Joëlle. Il faut vivre les moments présents et les vivre avec des personnes importantes. Nous sommes toutes des chefs d'entreprise et il y a on a cette fâcheuse manie à dire qu'on n'a pas le temps parce qu'on travaille beaucoup. Ce sont de fausses excuses. Il faut prendre le temps pour soi. Oui, quand on vient de créer, c'est clair qu'on est obligé de se donner au maximum pour son entreprise, mais quand les choses commencent à se mettre, à se positionner, il faut prendre du temps pour soi, il faut prendre du temps pour les siens, il faut prendre le temps, il faut équilibrer sa vie. Voilà, équilibrer sa vie. Et s'il y a quelque chose que j'ai retenu cette année aussi, c'est le fait que les choses commencent à reprendre leur cours. Oui. On a vécu 2 ans de pandémie et c'était très compliqué, très dur. Des entreprises ont périclité par rapport à ça, certaines ont fermé, il y a des gens qui sont décédés. Et le fait qu'on a un air totalement nouveau et ça fait du bien. Voilà, moi c'est ce que je retiens. Oui, je le sens aussi effectivement ce renouveau, et c'est vrai que Joëlle nous a parlé des pertes. Je me souviens de ce samedi soir où j'étais face à mon ordinateur en train de travailler, mais vraiment samedi soir, en train de travailler avec mes enfants à côté. Puisque justement, avec le regain d'activité post-Covid, on a toujours envie d'en faire plus pour pouvoir atteindre nos objectifs et on oublie parfois l'essentiel. Et là, je reçois un message de ma meilleure amie qui est à Paris qui me dit « Mika Benjamin a fait un arrêt cardiaque sur scène ». Et Mika, c'était quelqu'un que je connaissais, qui faisait partie de mon cercle d'amis quand j'habitais en Haïti. Et j'avais espoir qu'il se relève. Et ça a été le premier choc. 1 semaine après, Mario Mouradel décède. 2 décès comme ça de personnes que j'appréciais énormément, qui représentaient vraiment quelque chose pour la professionnelle que je suis, ça a été une vraie remise en question. Je peux vous dire que depuis, alors rien n'est parfait, mais j'essaie de réajuster, de trouver cet équilibre aussi, parce qu'on se rend compte que la vie, elle est beaucoup plus fragile qu'on ne le pense, et encore plus pour nous, chefs d'entreprise qui avons des rythmes effrénés. Et ça, je crois que ça a été une grande leçon aussi de 2022. De votre côté, Christina, qu'est-ce que vous avez retenu et qui vous a marqué cette année? Que l'année, elle est passée vite. Et qu'elle a été riche en moments de joie, mais aussi en expériences qui font réagir. Bon, après... Enfin, je dirais que la mort, ça fait partie, entre guillemets,
du quotidien de ma profession. Et c'est lié au cycle de la vie en fait. On vient, on s'en va et tout dépend de la manière dont on vit l'entre-deux en fait. Et l'entre-deux, c'est ce qu'il y a entre la vie de la naissance et la mort. Maintenant, effectivement, tout ce qui s'est passé cette année, tous les décès qu'il y a pu y avoir aussi dans mon entourage, de façon directe ou indirecte, donne à réfléchir et toujours se positionner entre l'être et l'avoir, ce qu'on a envie d'expérimenter. Et comme vous l'avez tout dit, je ne ferai que répéter, c'est profiter de l'instant présent, même si pour moi c'est souvent compliqué, c'est compliqué pour moi de le faire en fait. Et je crois que les 2 dernières années nous ont appris une chose, c'est que demain n'était pas garanti. Ouais. Et que se projeter, mais même si on se projette, il peut y avoir des moments où on doit réajuster les choses. 2022 marque aussi l'année où j'ai commencé à faire quelque chose, enfin être chroniqueuse pour l'émission. Je trouve que c'est une expérience agréable. Je le vis plus comme un jeu. Et en tout cas, je vous remercie pour l'opportunité qui m'est donnée. Pareil, je ne sais pas combien de temps ça durera. En tout cas, le temps que ça dure, je l'apprécie. Et je pense que s'il y a des mots qu'on devrait retenir de cette année, c'est que Carpe Diem, vive l'instant présent, puisque demain n'est pas garanti. Et je crois que c'est devenu mon mantra. Demain n'est pas garanti, tout simplement. Très bien. Et vous, Maëlle Félix-Henry, cette année, en dehors de cette nouvelle joie familiale? Alors, j'ai été très marquée par ce renouveau durant la période estivale, parce qu'il y a eu énormément de festivals, il y a eu énormément de moments festifs au-delà des festivals. Et c'est vrai que ça fait du bien, je pense, au plus grand nombre, puisqu'on en avait besoin. La jeunesse en avait besoin. On a trop peu parlé des souffrances des jeunes, des étudiants qui ont été dans leur fleur de l'âge confinés et qui n'ont donc pas pu profiter des joies de célébrer le baccalauréat. Et donc là, c'était l'occasion pour eux, mais pas que, de se retrouver et d'avoir réellement cette liberté retrouvée. Donc c'est très 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 bien. J'ai pas pu en profiter puisque je maternais, n'est-ce pas? Mais j'ai vu de très belles images et j'espère vraiment qu'en 2023, on aura la possibilité d'avoir encore de plus beaux concepts qui vont sortir et qui vont émerger, parce que le dynamisme donne de l'espoir et on en a besoin au sein de notre société pour pallier à tous ces aspects un peu ternes qui est la réalité de la vie. Très bien. Avant de passer à la seconde partie de l'émission, puisqu'on est dans une espèce de bilan, de réflexion, alors on pense à l'année prochaine, parlons projet aussi. Qu'est-ce que vous avez prévu pour l'année prochaine, que ce soit à titre professionnel ou un peu plus perso, qui est un vrai moteur pour vous aujourd'hui, Maëlle? Pas mal de voyages dans la Caraïbe sont prévus, notamment pour aller voir un peu ce qui se fait en termes de coworking, mais pas que, dans l'univers de la formation, dans l'univers des start-upers. Je sais qu'en Haïti, ça bouge beaucoup. Ah oui. Voilà, ça bouge beaucoup en Haïti, dans l'Afrique également. Donc, pas mal de petits déplacements sont prévus de manière à prospecter sur de nouveaux horizons. Ça me tient à cœur, ça fait partie de la genèse même d'IRESA, puisqu'on se définit comme un concept multidimensionnel caribéen. Donc, ça va vraiment être une année décisive pour nous, pour pouvoir nous implanter, pourquoi pas, autre océan. Très bien, de très belles perspectives. Et de votre côté, Joëlle? Chaque année, je me fixe de nouveaux objectifs et chaque année, je me forme à un nouvel apprentissage. Oui. Parce que j'aime gagner en compétences, toujours plus. Je n'y dérogerai pas cette année. Donc, les plans de formation sont sur mon bureau. On s'est fait déjà un petit planning. J'ai hâte. Et les voyages seront également au rendez-vous. Bien. Ça, c'est les grands plaisirs que je me fixe. Ouais. Très bien, excellent. C'est de très beaux projets, ça. Cindy Bajazaï, de votre côté, les projets pour 2023? Alors, à titre professionnel, continuer à développer de beaux partenariats en perspective. Personnellement, commencer à voyager. Parce que c'est pas du tout quelque chose que j'ai eu l'occasion de faire, mais c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure,
vivre l'instant présent, aller ailleurs un petit peu pour un petit peu se déconnecter, profiter, parce que ces 4 dernières années entre la création de mon cabinet et plein d'autres choses, je pense qu'il faut, il faut penser à soi. À l'aube de mes 41 ans, oui, ça sera ça pour moi la nouvelle année. Je pensais que vous alliez dire à l'aube de vos 20 ans. Merci Axel. Et vous, Christina? En termes professionnels, certainement me former, comme un peu Joël. Et en termes personnels, me reposer et voyager. Ah, ça, c'est un beau programme, ça. Bref, me reposer. Ah oui. Et vous, Axel? Eh bien, 2023, puisqu'on est entre nous, petit secret, relocalisation à Saint-Martin. Pour ma petite famille et moi, belles opportunités professionnelles là-bas me concernant et de développement également pour Caribbean Boss Lady, toujours en gardant la Guadeloupe comme une base aussi importante, principale. Continuer les experts au féminin d'une façon ou d'une autre, ça c'est très important. Faire en sorte de développer de nouveaux partenariats. On a Orange Caraïbes qui a commencé à nous suivre depuis quelques semaines. On a de très beaux projets avec cette entreprise à impact. Donc voir comment continuer à développer tout ça. Pourquoi pas aller en Martinique aussi. On a l'équipe de Dream Master qui nous attend sur certains projets dont je ne parlerai pas pour le moment, mais je pense qu'ils vont surprendre plus d'une et plus d'un, donc à suivre. Intéressant. N'est-ce pas? Bon, en tout cas, on vous retrouve pour la seconde partie avec les sujets de nos chroniqueuses. En attendant, restez connectés. Nous sommes de retour pour cette seconde partie de cette dernière émission des experts au féminin de 2022 et nous avons, comme d'habitude, pour cette seconde partie, nos chroniqueuses qui vont nous présenter leur sujet. Alors, Maëlle, Félix, Henri, de quoi allez-vous nous parler ce soir? Ce soir, nous allons parler des fondamentaux pour avoir un entrepreneuriat réussi en 2023. Très bien. Et vous, Joël? On parle tourisme ce soir. J'ai eu envie de vous présenter un nouveau boutique-hôtel qui va ouvrir à Pointe-à-Pitre en 2023, Maison Victoire. Très bien. Christina, avec vous, on va parler aussi de consommer autrement. Consommer autrement, surtout en cette période de fête. Donc, on va s'intéresser aux jouets. Très bien. Cindy Bachazet, on commence avec vous. Quel est votre sujet d'aujourd'hui? Alors, nous sommes en période de fête. J'ai décidé en fait d'aborder la thématique de l'entrepreneuriat dans le maquillage. Avant de recevoir mon invité, maquilleuse professionnelle, Elodie Roch, je vais un petit peu débriefer en termes de législation. Parce que là aussi, la législation, on n'imagine pas ça. En tout cas, je vais donner les informations aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans le secteur du maquillage, hommes comme femmes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui embrassent désormais cette profession. Alors, on peut devenir maquilleur professionnel, que ce soit en nom propre, en embrassant le statut d'entrepreneur individuel classique ou en auto-entreprise ou en société également, en EURL, en SASU par exemple. Il ne s'agit pas d'une profession réglementée, donc on n'a pas besoin d'avoir de diplôme ou d'expérience professionnelle pour pouvoir être maquilleur professionnel. Mais attention, certains centres de formation, centres de formalité des entreprises, dit CFE. Le CFE, c'est l'endroit où on va déposer le dossier d'immatriculation ou même pour faire modifier ou fermer l'entreprise. Peuvent réclamer exceptionnellement d'un CFE à l'autre d'avoir des diplômes. Par exemple, la CMA, la Chambre de métiers de l'artisanat, où justement on doit faire immatriculer son entreprise quand on est dans le secteur du maquillage. Pour de l'artisanat. Exactement. Pour le secteur des cils, justement, ils demandent en fait à ce que ces personnes aient un diplôme. Donc d'un CFE à l'autre, ça peut différer. Voilà. Alors le code APE généralement préconisé, c'est le 9602B, soins de beauté. Le code APE, pour rappel, c'est le code qui permet de distinguer l'activité principale d'une structure. Donc on peut être maquilleur professionnel soit en allant chez le client, chez le particulier en question, soit dans un local ou en étant dans un centre de beauté par exemple. En quoi consiste le métier de maquillage? C'est tout simplement la faculté de mettre en valeur des personnes
soit en masquant des imperfections, soit en révélant les atouts du visage de cette personne. Et comme on est en fin d'année, hein, donc j'ai demandé justement à Elodie de nous parler des tendances, de son parcours avant tout et des tendances pour cette fin d'année. Très bien, la période s'y prête. Exactement. Bonsoir Elodie Rock. Vous êtes avec nous par Skype. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Elodie, j'espère que ça va. Merci beaucoup, que tu m'entends correctement. Alors, Elodie, je vais déjà te demander de te présenter à la population pour qu'on puisse un petit peu savoir qui tu es. Bonjour tout le monde, bonjour à toute l'équipe. Donc, je suis Elodie Rock, donc j'ai 35 ans maintenant. Et je suis maquilleuse professionnelle. Voilà, j'ai décidé de créer mon entreprise il y a 3 ans maintenant. Et il faut savoir que le maquillage, pour moi, ça a toujours été une passion. Donc, j'ai voulu me lancer dans ce que j'aime. Pourquoi avoir choisi cette forme pour pouvoir justement exercer ton activité? Alors, j'ai choisi ce statut. Elle était plus adaptée pour mon activité. Et au niveau de la gestion, c'était beaucoup plus simple. Quel est ton parcours? Alors, mon parcours, à la base, j'ai un bac pro secrétariat. Donc, rien à voir avec le maquillage. Après, j'ai fait de la vente. Voilà. Mais je sais que depuis toute petite, j'ai toujours voulu baigner dans le maquillage. Le problème, c'est que les parents, avant, disaient que c'était pas vraiment un métier et tout. Donc, je me suis, en fait, plongée dans autre chose. Sauf que je n'aimais pas trop ce que je faisais. Donc, j'ai préféré quand même garder espoir et vraiment me lancer dans le maquillage. Et après, c'est après mon parcours de vendeuse, quand le magasin où je travaillais a fermé, j'ai décidé de me lancer. J'ai fait ma formation et j'ai dit, allez, on y va. Et c'est comme ça que ça a commencé, que Dilo Makeup d'ailleurs est né après quelques temps. À ton avis, quelles seraient les difficultés qu'on pourrait rencontrer dans ce milieu? C'est vrai que c'est pas toujours facile. Déjà, trouver des clients, faire son nom, ça, c'est pas évident au début, mais en fait, moi, je dis qu'il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher parce que tout n'est pas tout rose. Au début, quand j'ai commencé, j'avais un gros manque de confiance en moi. Et après, j'ai connu pas mal de maquilleuses. Et j'ai une maquilleuse qui m'a beaucoup aidée, d'ailleurs dans mon parcours, et qui m'a boostée en fait, qui m'a dit non Elodie, tu as du talent, donc il faut y aller. Il faut y aller. Donc en fait, après, j'ai commencé à m'entraîner chez moi, j'ai commencé à m'entraîner sur mes cousines, mes amis, commencé à faire des photos, et après les gens m'ont dit Elodie, c'est super ce que tu fais, vas-y, ne reste pas là, quoi, avance. Et c'est comme ça que j'ai évolué. J'ai fait mon nom. Après, il y a eu les réseaux, donc c'est comme ça qu'après que c'est parti. Le plus dur, j'ai envie de dire, c'est de garder sa renommée. Mais il faut pas lâcher, en fait. Ça reste un travail, c'est une passion, mais ça reste un travail. Donc, il faut rester déterminé dans ce qu'on fait. Que Dilo Makeup a une spécificité. Est-ce que quand on va sur les réseaux sociaux, je rappelle, ton Instagram c'est Dilo Makeup, est-ce qu'il y a une spécificité? Est-ce que tu as une patte particulière? Alors, pour les réseaux sociaux, c'est Dilo Makeup 971, il ne faut pas oublier le 971 derrière. Et du coup, moi, en fait, je fais des prestations de maquillage pour tout événement. Enfin, tout ce qui est mise en beauté, mariage, shooting, anniversaire, enfin, maquillage de soirée. Mais c'est vraiment, moi, c'est plus la mise en beauté quand même. Moi je dis que déjà maintenant les femmes elles aiment se faire de plus en plus chouchouter, elles aiment plaire, elles aiment révéler leur beauté, donc nous on est là en fait, les maquilleurs on est là et voilà, moi je dis que il faut, en fait ça donne aussi un beau mot moral. Quand on se voit jolie, coquette, moi je dis que ça aide beaucoup. Donc en fait le maquillage pour moi c'est plus que du maquillage, quoi. C'est comme une thérapie. Voilà. Qu'est-ce que tu préfères le plus dans ton métier? Parce qu'on sent que tu en parles avec passion. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Moi, la rencontre des gens, rencontrer mes clients, discuter avec mes clientes,
d'avoir l'effet après le maquillage, quand elles se regardent et qu'elles se disent waouh, mais c'est moi et tout, Elodie. Enfin bon, pour moi, ça m'émue parce que je suis contente déjà de voir que je rends ma cliente heureuse, parce que moi, ce qui est important, c'est ça, c'est que la cliente, quand même, elle se soit satisfaite du travail, qu'elle ressorte. Moi, je veux qu'elle ressorte avec le sourire, qu'elle soit contente. Donc, même j'ai des clientes même qui ont été malades, qui ont été atteintes d'un cancer et tout. J'ai eu l'exemple il y a quelques temps. J'ai une cliente, elle se voyait plus, elle était déprimée et tout. Et je lui ai dit, mais attends, c'est pas parce que tu as un cancer que la vie est finie, non? Donc, je lui ai fait un petit maquillage. Et quand elle s'est regardée, j'ai vu que ses yeux brillaient. Et moi, j'aime ça, en fait. En décembre, donc en fête de fin d'année approche, quelles sont les tendances de cette année? Alors les tendances, bon, je dis que ce sera toujours les mêmes, hein. Beaucoup de paillettes, strass et paillettes, donc ça change pas. Mais j'ai quand même constaté que beaucoup de clientes reviennent sur les maquillages très simples. Donc j'ai beaucoup de demandes du maquillage soft. Après il y a d'autres cas, mais moi je dis que la tendance, ça reste toujours les mêmes choses, hein. Strass et paillettes, voilà. Alors, et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaiterait se lancer, par exemple, dans ton domaine? Le conseil que je donnerais aujourd'hui, c'est de toujours croire en ses rêves. Faire ce qu'on aime, c'est important, parce que c'est comme ça que on évolue, qu'on est productif, et qu'il faut jamais lâcher. Comme il y a une phrase que j'aime beaucoup de Nelson Mandela, qui dit je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. Donc moi, j'ai gardé cette phrase-là en tête et moi, j'encourage tout le monde, les personnes qui veulent se mettre en auto-entrepreneur, de se lancer. Même si c'est un échec, bon, je ne prendrai pas ça pour un échec, mais au moins se dire qu'on a essayé. Vaut mieux se dire ça qu'avoir des regrets par la suite. C'est ça. Alors, Elodie, on arrive au terme de l'émission. Durant l'interview, on a vu défiler un certain nombre de photos, de modèles. Je fais également partie de ces modèles puisque tu as eu l'occasion de me maquiller à plusieurs reprises. Je t'ai connue par le biais, je vais la nommer, de La Fée Pipelette, ancienne La Fée Pipelette, voilà, Bénédicte Baker, qui nous a fait nous rencontrer. Et tu es vraiment une femme passionnée, tu es humble. Et tu mérites vraiment d'être connue beaucoup plus que ça. Donc j'invite toutes les personnes à aller sur ton compte Dilo Makeup 971 pour voir un peu ce que tu fais. Voilà. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, peut-être en plus des réseaux sociaux, un numéro de téléphone ou quelque chose à rajouter? Alors oui, vous pouvez me contacter aussi par téléphone. Alors c'est le 06 90 51 25 26. Il faut savoir aussi que je me déplace sur toute la Guadeloupe, donc n'hésitez pas, vous pouvez être même à Marie-Galante, Martinique, peu importe, je me déplace. Voilà. Et ce sera avec plaisir de faire de vous encore de plus belles femmes. Parce que là, ça sera corsé. Merci beaucoup, Elodie, je t'embrasse. À bientôt. Oui, à bientôt. Bon, en tout cas, moi, je retiens que je suis complètement dans la tendance avec les paillettes et les strass. Voilà. On a tout faux, nous, hein, franchement. En tout cas, merci encore, Cindy, pour cette belle découverte. Avec nous plaisir. allons passer à la chronique de Joël qui va nous parler de Maison Victoire, c'est ça? Tout à fait. Au cœur de Pointe-à-Pitre, un projet pour redonner vie à Pointe-à-Pitre. Un nouveau boutique-hôtel qui va ouvrir ses portes en 2023 à Pointe-à-Pitre, ville d'art et d'histoire, qui stimule de plus en plus, je trouve, de jeunes entrepreneurs guadeloupéens qui ont envie de redonner à cette ville ses lettres de noblesse en fait. Donc on accueille la directrice de cet hôtel ce soir. Très bien. Bonsoir, merci d'être avec nous par Skype. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous pour le temps accordé.
Alors, Lucille Bonin, vous êtes directrice donc de Maison Victoire, le nouveau boutique-hôtel qui va ouvrir ses portes en 2023. Racontez-nous un petit peu la genèse de ce projet. Alors, je vous remercie d'abord, Joël, d'avoir pris le temps de nous accorder autant d'attention pour ce beau projet. Alors, c'est effectivement un groupe hôtelier, un groupe d'entrepreneurs guadeloupéens qui ont souhaité mettre en avant toute la beauté de Pointe-à-Pitre qu'on partage certainement et qu'on est nombreux. C'est vraiment des amoureux de cette ville, un peu le centre névralgique de la Guadeloupe. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et donc, c'est une structure qui a son histoire date de 1930, même 31. C'est une construction d'époque qui est réhabilitée par ce groupe. Donc on peut saluer tout le courage de vouloir redonner vie à une bâtisse qui est assez ancienne et qui malheureusement a eu quand même pas mal de déboires dans la réhabilitation. Mais voilà pour résumer grossièrement ce beau projet. Racontez-nous un petit peu ce qui fera l'essence de ce boutique-hôtel. Alors vous avez vraiment raison de souligner boutique-hôtel, parce que peu connaissent cette distinction. C'est des hôtels de niche en fait qui ont une personnalité qui se dégage soit de leur établissement, soit de leur décoration, soit tout simplement de leur histoire. Et Maison Victoire, c'est tout ça. C'est toute cette mouvance en fait de la Guadeloupe des années 30 qui se révèle une Guadeloupe un peu d'avenir qui cherche à avoir de la modernité et en même temps toute sa culture locale architecturale. Et puis, pour vous expliquer un petit peu cette histoire de bâtisse, c'est que c'est une famille guadeloupéenne donc, qui fait partie de la haute bourgeoisie de l'époque, hein, dans les années 30, on imagine. Et donc, vous avez une office notarial au rez-de-chaussée. Donc, le propriétaire était notaire. Sa femme était professeure de piano. Ça vous donne un petit peu le contexte et le charme de cet univers. Et puis, à l'étage, la famille résidait. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Pauline Montauban, qui m'a raconté un petit peu, l'une des propriétaires des lieux, qui m'a raconté un petit peu ce qu'elle souhaitait en faire. Elle m'a parlé d'un lieu de vie. Elle souhaitait vraiment que se rencontrent les Guadeloupéens et les touristes de passage. Dites-moi un petit peu plus sur cela. Alors oui, vous avez un tourisme qui peut être fervent d'histoire, qui va trouver tout un sens à venir dans cet établissement, puisque Victoire, le nom, c'était la grand-mère de Marie Scondé, qui a elle-même, Marie Scondé, y a séjourné dans les lieux une nuit. D'ailleurs, elle en parle dans son livre Le cœur à rire et à pleurer. Et vous avez ensuite bien toute je dirais, l'essence de la jeunesse guadeloupéenne, même tout âge confondu, je dirais, autant un tourisme d'affaires que un tourisme local qui a envie de s'essayer aux découvertes de Pointe-à-Pitre et à ce bijou architectural. Et puis vous aurez également des événements. Vous avez raison de citer la touche de Pauline Montauban, qui est vraiment un talent de décoratrice et puis je dirais, d'organisatrice d'événements autour de ce qu'on aime à Pointe-à-Pitre. Alors, faites-nous un petit peu rêver. Parlez-nous un petit peu des chambres. Combien de chambres y aura-t-il ? Il y a un espace restauration qui est prévu, il y a un espace rooftop aussi. Parlez-nous un petit peu des espaces aussi qui seront ouverts au public. Vous êtes très très bien renseigné, Joël, et on voit les pétillements dans les yeux, donc je suis contente de voir ça. Je vous remercie. Eh bien oui, alors on aura, donc c'est un bâtiment de 300 mètres carrés, 307 exactement. Vous avez 3 étages, vous allez avoir les chambres qui vont être desservies au premier et au deuxième étage. Vous allez avoir 3 catégories de chambres. Rapidement, la première, la chambre qu'on appellera Marie Scondé,
fait 14 mètres carrés, c'est la plus petite. Vous allez avoir ensuite la catégorie supérieure Begin qui, elle, fera 19 mètres carrés et la suite créole qui fera 28 mètres carrés. Toutes ces chambres ont en commun l'accès à un petit patio avec un joli carré de sol en damier noir et blanc. Vous allez avoir dans toutes les chambres un beau parquet en chevron bois massif d'époque. Puis, eh bien, vous avez à chaque fois une belle luminosité avec de grandes fenêtres qui donnent sur la cour intérieure ou sur le patio directement. Et pour terminer, comme vous l'avez bien cité, vous avez le rooftop. Et donc là-dessus, vous aurez évidemment donc des bains de soleil et vous aurez également des événements autour de différents thèmes. Je ne pourrais pas vous préciser exactement le calendrier, puisqu'on parle d'une ouverture en février 2023, vous vous doutez, mais des thèmes autour des Caraïbes, autour de ce qu'on aime dans la culture créole, et puis un bar avec des cocktails qui seront, je pense, agencés en fonction de ce qu'on a en produits locaux. Très bien. Donc, vous avez devancé la dernière question. Ah non, c'est très bien. On est très bien. Vous avez annoncé février 2023, donc, pour une date d'ouverture a priori. Oui, tout à fait. Oui. On essaye de s'y maintenir. Le calendrier, vous pensez bien, c'est compliqué. Ce sont quand même des travaux, on parle de grosses œuvres, tout en sachant que le groupe souhaite maintenir l'existant. Donc, on a parfois eu des surprises. C'est pas toujours évident de tout anticiper, mais on se tient en calendrier en février 2023. Souhaitez-le comme nous. Évidemment. Bien, chère Lucille, merci beaucoup pour tous ces éléments. On vous souhaite le meilleur pour ce très beau projet à venir et on y passera, assurément. Merci beaucoup pour votre émission. Merci à toute votre équipe. Alors Joël, là vous m'avez conquise et quand j'ai entendu Madame Bonin parler de ce projet, ça m'a rappelé tout de suite un hôtel de caractère où j'aime aller me poser, écrire, qui date à peu près de la même période. C'est l'hôtel Impératrice à Fort-de-France. Voilà, des meubles d'époque, une architecture voilà, qui nous projette dans le temps également. Et ce sont des chefs-d'œuvre d'architecture. Il y a une ambiance, il y a une âme particulière. Et pour les gens qui ont ce côté créatif, c'est extraordinaire. Oui, je tenais à tout prix à vous en parler avant de quitter nos téléspectateurs pour les vacances, parce que c'est l'un des plus beaux projets, je trouve, de 2023 pour la destination Guadeloupe. J'aime quand il y a de l'ambition dans les projets. Et Pauline Montauban et toute l'équipe qui l'entoure n'en manquent pas. Ce sont vraiment de jeunes ambitieux pour la Guadeloupe. On n'a pas fini d'entendre parler. En tout cas, très beau projet aussi pour pouvoir redonner à Pointe-à-Pitre ses lettres de noblesse. Oui, parce qu'on connaît la situation un peu délicate de la ville. Les pouvoirs publics sont dans une espèce d'impasse et de voir le secteur privé se réapproprier Pointe-à-Pitre ainsi, avec de tels projets ambitieux, ça laisse à espérer de très belles choses pour le retour du Pointe-à-Pitre qu'on aime beaucoup. En plus, avec la Renaissance qui va ouvrir Exactement. à la place de la Victoire, ça va être extraordinaire. C'est une belle dynamique. Merci beaucoup Joël pour cette belle découverte et on se dit rendez-vous en février 2023. Alors Cindy Bajazet, je vous ai vu vraiment acquiescer pendant que Joël présentait avec son invité ce projet. Ça vous parle visiblement? Oui, moi, alors j'ai beaucoup travaillé à Pointe-à-Pitre et c'est vrai que c'est un beau projet pour un peu la dynamique de Pointe-à-Pitre qui se perd depuis quelque temps malheureusement. Les personnes d'un certain âge ou même nos parents qui vont à Pointe-à-Pitre désormais ne reconnaissent plus les lieux malheureusement et je trouve que ce serait quelque chose de super. Voilà, donc... Très bien, beau projet entrepreneurial, voilà. On le souligne. Alors Maëlle, justement, vous allez nous parler des fondamentaux pour réussir dans l'entrepreneuriat en 2023. C'est exactement cela. Alors, en préparant cette chronique aujourd'hui, j'ai pensé tout d'abord à des aspects très structurés, établir son budget prévisionnel, puisque chaque année, il convient de refaire le point sur la partie finance. J'ai pensé également au plan de communication
communications trop souvent délaissées, des communications à tâtons. Et puis finalement, je me suis concentrée sur des aspects dont on pense encore moins, mais qui tiennent sur l'aspect humain d'une société, à savoir qu'il convient au tout début d'année de partager la vision qu'on a de son entreprise. Excellent. Très peu d'entrepreneurs se repositionnent avec leur équipe pour pouvoir partager leur vision. Et je vous invite donc, pour ce début d'année 2023, à vraiment vous poser avec votre équipe, vos partenaires, vos collaborateurs, vos salariés, pour faire un point sur les objectifs de l'année. Alors, quelques petits tips que j'ai notés. Mais oui, comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Alors, il y a le fameux déjeuner de début d'année. N'est-ce pas, mesdames les expertes? On va où cette année? Mais d'ailleurs, notre équipe tient à chaque année ce petit moment informel, mais qui permet justement de discuter de manière beaucoup plus souple certains aspects du business. Et c'est important, ces moments, dans la vie d'une équipe. J'ai pensé aussi au team building. Les team building, donc, ce sont en général des sorties qu'on fait dans un lieu hors de l'entreprise. Un peu neutre, voilà, à l'entreprise. Donc, pourquoi pas faire un escape game, pourquoi pas faire de la plongée. Au sein d'Iresa, on va initier ça prochainement d'ailleurs. Donc, faire de la plongée, ce sont des moments informels, mais qui permettent de ressouder les liens entre les différentes parties de la société. Et donc, au travers de cela, on peut aborder justement cet aspect de cohésion de groupe, on peut redéfinir les objectifs, on peut mieux écouter également ses collaborateurs, parce que souvent, ce qui ne se dit pas au bureau peut se dire hors du bureau. Ça peut être aussi de mettre en place un dîner. Bon, le dîner ne colle pas tout le temps avec la vie de famille, donc il faudra faire attention au choix du moment, le moment où vous allez décider de créer cet événement, parce que ça va être primordial pour la présence même des collaborateurs. Effectivement, si vous êtes sur un temps dit de travail, vous avez plus de chances d'avoir une réponse positive de tous les membres que si vous êtes sur un temps de week-end ou en soirée. Donc voilà, pour les petits tips. Ensuite, remercier ses partenaires. Et oui, vous avez sollicité du monde tout au long de l'année 2022, je vous le souhaite. Par contre, il convient également de leur transmettre les bilans de vos actions. Remercier les partenaires, c'est aussi une manière de les fidéliser, de les reconduire sur, pourquoi pas, de nouvelles actions. Donc, prenez le temps de remercier vos partenaires et de leur présenter le bilan de l'année précédente et les objectifs de l'année 2023. Et pour finir, pourquoi pas, quand on a les budgets qui vont bien, offrir des petits cadeaux de début d'année, ça peut être un agenda, le niveau stylo, pourquoi pas, quand c'est possible, quand la trésorerie le permet. Un massage. Un massage, why not. Au tout début, quand je n'avais pas autant de salariés, c'était possible. Bon, en fonction, week-end à Saint-Martin. c'est pour ça que je parle de la réalité de chaque entreprise. On fait avec les moyens du bord, mais il faut quand même faire. Attention, si vous n'avez pas le budget, ça ne vous excuse pas de ne rien faire, parce qu'un simple email de remerciement avec un joli PowerPoint qui met en évidence les photos de l'année 2022, ça peut quand même marquer votre salarié, votre collaborateur ou votre partenaire. Donc faites avec les moyens du bord, mais faites quand même quelque chose. Très bien, merci pour ces tips, Maëlle Félix-Henry. Alors je pense que chaque année, j'ai ce souvenir qui me revient. Vous avez dit, même si on a des petits moyens, mais de marquer et de le faire avec cœur et avec l'intention aussi. Je crois que ça doit être la énième fois qu'on m'entend raconter ça, surtout vous, mesdames. Mais je me souviens d'un ancien employeur qui nous avait offert au bureau un déjeuner en fin d'année dans un très grand restaurant que je ne nommerai pas, dans une île bien connue de la Caraïbe pour ses restaurants
et la gastronomie fine. Et en fait, c'est un de ses collaborateurs qui l'avait presque forcé à nous offrir ce déjeuner de fin d'année. Et pendant tout le déjeuner, le gars était sur son téléphone. Il ne s'est jamais soucié de nous, n'a pas fait de bilan, n'a pas parlé des perspectives de l'année suivante. On sentait bien que ça l'ennuyait totalement, qu'il n'en avait rien à faire. Malgré la qualité du cadre, on était sur un super rooftop, malgré la qualité de la cuisine, gastronomie très fine, eh bien, ça a été l'un des pires moments de ma vie professionnelle. Voilà, donc effectivement, c'est très bien que vous le souligniez, Adsel. Il est important d'avoir une cohérence dans les actions portées. Quand on parle de remerciement, on parle d'humain, de face à face, de convivialité, de sincérité. De sincérité. Vous pouvez mettre du cœur, comme vous avez dit. Oui. Et du cœur, en effet. Merci, Joël. Donc, ce sont des petites astuces qui me semblent importantes de mettre en avant, puisque trop souvent, on va tout de suite partir sur l'aspect normé des choses dans l'entrepreneuriat, business plan, plan de communication. Oui, très bien. Ça, ce sont des chiffres, ce sont des beaux tableaux. Par contre, l'humain doit rester au cœur des sociétés, quelle que soit d'ailleurs l'amplitude de celle-ci. Et ça, on l'oublie trop souvent. Merci pour ce beau rappel, Maëlle, Félix, Henri, Christina Filetas. On va encore parler avec vous de comment éviter le gaspillage, mais cette fois-ci avec les jouets que l'on offre à Noël. La période s'y prête. Alors, Axel, vous êtes maman comme moi. Eh oui. Parfois, vous faites des kilomètres. Mais elle aussi, pour trouver le jouet. On se met sur des listes d'attente. Le super jouet qui, au bout d'un moment, une fois reçu, une fois déballé, est oublié. Et va rejoindre plein d'autres copains dans le coffre ou envahit votre maison et vos placards. Donc, par souci de faire plaisir aux enfants, on ne se rend pas compte parfois qu'on crée des comportements de surconsommation. Tout à fait. Donc, en cette période de Noël, je vais vous donner quelques chiffres. Donc 7 jouets sur 10 ne sont plus utilisés 8 mois après leur achat. 7 jouets sur 10. Oui, 8 mois après leur achat. Je reprends mes chiffres. Bonjour, attendez, vous imaginez l'argent fou parfois qu'on investit pour les enfants, donc 7 jouets sur 10, c'est fini. Au bout de 8 mois ne sont plus utilisés. On y échappe, Joël. Oui. Vous évitez des queues interminables, et j'en passe et des meilleurs. Alors les chiffres, Christina. 110 000 jouets finiraient chaque jour à la poubelle en France. Chaque jour. Ok. Soit 40 millions de jouets jetés chaque année. Il faut savoir que maintenant, depuis la loi du 10 février 2020, donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, les fabricants de jouets sont soumis à une éco-contribution. Donc l'éco-contribution a pour mérite de faire augmenter le prix des jouets. L'éco-contribution aussi, donc cette loi impose aux fabricants de ne plus utiliser de plastique par exemple à l'horizon 2025, donc dans 3 ans. Cette loi aussi impose aux fabricants de jouets de proposer en fait une option de recyclage. Donc ils sont tenus, le fabricant, qui est considéré comme pollueur, est tenu de proposer des alternatives de recyclage. Donc un peu comme les consignes pour les bouteilles. Exactement. Donc il y a des tas de choses à faire en matière de recyclage de jouets, mais il faut aussi que nous gardions à l'esprit que nous cherchons à faire plaisir à nos enfants, c'est une belle chose de leur offrir des objets. Mais nous avons beaucoup discuté de est-ce qu'il fallait avoir ou être. Moi, je pense que le plus important cette période de fête, c'est de rester centré sur la thématique sur le moment, qui est le partage et les bons moments en famille. Est-ce que finalement, nos enfants ont besoin de la dernière toupie, du dernier bout, de la dernière boîte de Lego alors qu'il en a déjà 150. De la dernière console, du dernier jeu. Est-ce que nos enfants ont vraiment besoin de tout ça? Est-ce que nous avons grandi avec autant de jouets? C'est vrai que quand je me suis pensée sur le catalogue de Jouets Club, la petite fille qui est en moi a regardé tous les accessoires de Barbie, que maintenant Barbie elle a une maison, elle a un van. Et Barbie est même enceinte, vous vous rendez compte? Mais c'est surtout que le prix de la maison de Barbie qui coûte parfois 150 €, le van 80 €, c'est sûr que ces jouets ne sont pas accessibles à tous. Tout à fait. Et ça crée encore une différence entre les enfants. Je crois que le plus fondamental dans tout ça, c'est qu'il convient d'offrir à nos enfants, au-delà des objets, il faut leur offrir des moments.
Parce que les moments qu'on offre créent des souvenirs. Et les souvenirs, ils ne vont pas à la poubelle. Le fameux temps de qualité. Le temps de qualité, puisque ces souvenirs-là que nous créons avec nos enfants et nos proches, c'est peut-être un peu guimauve ce que je veux dire, mais ils restent dans nos cœurs. Et finalement, je crois que c'est le plus important. Plutôt qu'un jouet que vous allez offrir, que vous allez peut-être galérer pendant des heures au supermarché, l'emballer, et qu'ensuite, une fois reçu, l'enfant n'y accorde plus beaucoup d'intérêt. Ça reste humain. Donc du coup, je pense qu'il serait important en cette période, surtout avec l'inflation galopante, surtout avec la précarité qui s'accentue, de se recentrer sur l'essentiel. Un jouet par enfant, ou pourquoi pas offrir des moments, tout simplement. Excellent. Mais ce que vous dites me rappelle quelque chose, un souvenir d'enfance. Je devais avoir 5-6 ans. Et à l'époque, mes parents étaient extrêmement modestes. Mon père était gardien de nuit dans une concession auto. Et je me souviens que le jour de Noël, le soir de Noël plus précisément, on était en train de dîner en famille. Et quand il est arrivé, pour moi, c'était le plus beau cadeau. Et il est arrivé, mais avec un jouet modeste, un nounours, en fait. Un nounours. Et c'était pendant des années et des années jusqu'à l'usure mon cadeau préféré. Donc, vous voyez, des petits moments comme ça, surtout dans ce monde où on travaille beaucoup, où on est toujours sursollicité, où on pense qu'au niveau matériel, on doit en faire des tonnes pour pouvoir assurer l'avenir, mais nos enfants aussi ont besoin de ces moments de qualité. Se recentrer sur oublier un peu le faire et l'avoir et se recentrer sur l'être. Et je crois que c'est une valeur que nous devrions transmettre à nos enfants et puis garder aussi au fond de nous-mêmes. Et même par-delà les enfants, à nos proches et aux gens que l'on apprécie. Maëlle Félix-Henri qui acquiesce. Tout à fait. Petite astuce supplémentaire parce que, encore une fois, c'est un sujet qui me touche beaucoup et qui me parle. Pourquoi pas penser également aux objets de seconde main? Tout à fait. Aujourd'hui, il y a énormément de groupes sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, où il y a Pageté, il y a la Graffiteria, qui sont des groupes où vous pouvez vous inscrire et pourquoi pas faire des demandes, parce que ça se fait, il y a des personnes qui demandent un objet spécifique ou tout simplement attendre qu'il y ait une offre et donc se positionner dessus pour pouvoir acquérir un bien de seconde main. Je suis très active sur Pageté, j'offre quand j'ai du surplus. Ça permet d'avoir une seconde famille pour les objets dont je n'ai plus besoin. Et de temps en temps, quand j'ai également un besoin qui me semble pas nécessaire d'acheter en neuf, je fais la demande. Alors, c'est vraiment une démarche éco-responsable qui permet justement, comme tu dis, Christina, de limiter la surconsommation et de faire circuler les objets dont on n'a plus besoin. Exactement. C'est revenir aux fondamentaux un peu quand on était enfant. Oui. Je sais que quand j'étais enfant, les jouets et les vêtements circulaient en fait en famille. En famille, donc ma tante, mes tantes et entre mes cousins et mes cousines, jusqu'au jour où j'ai vu la fille de ma cousine qui devait avoir 4-5 ans avec mon fameux carouet rouge que j'adorais. Je lui dis mais ça c'est à moi, tu sais. Elle me dit non, j'ai dit oui c'est mon caouet. Et elle est née en 2006, je suis née en 82, donc je vous laisse deviner la longévité de ce caouet. Donc il est vraiment essentiel qu'on revienne aux fondamentaux. Comme quoi, et il y a tout un sujet aussi derrière, c'est sûr, la solidité des objets, des biens que l'on achète, la fameuse obsolescence programmée, mais tout ça encore, c'est un programme dont vous pourrez nous parler, mesdames. Bon, en tout cas, mesdames, merci, et on apprécie particulièrement le retour de Maëlle sur notre plateau. Merci pour vos trucs et astuces, les belles découvertes, et à vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs, nous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et on se dit, on l'espère, à l'année prochaine.